Alors, c'est parti. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, on vous rejoint aujourd'hui pour une soirée d'information sur la fiscalité et les aînés. Donc, je prends quelques instants pour présenter pourquoi on fait ce genre d'initiative-là. Donc, à la chaire en fiscalité et en finances publiques, on a notamment comme mission de diffuser différents éléments de connaissances en lien avec les enjeux socio-économiques qui touchent la politique fiscale. Et on a aussi comme objectif de favoriser ou faciliter l'accès et la compréhension des politiques publiques. On a, des fois, on s'intéresse aux décideurs politiques, d'autres fois, on s'intéresse à un large public. Ce soir, c'est dans le contexte large public que nous faisons ce genre ou ce type d'activité-là. Je serai tout au long de la soirée, moi je ne fais que la présentation du début, mais je serai accompagné par Chantal Amiotte, Sophie Bélanger, Caroline Lavoie et Luce Samoisette. Caroline va faire le gros de la présentation et les autres personnes vont répondre notamment à vos questions que nous avons reçues depuis que vous vous êtes inscrits. Donc, les mesures qui touchent les aînés vont toucher essentiellement les mesures concernant l'âge, les mesures concernant la retraite, le maintien à domicile, la participation au marché du travail, ainsi que certaines mesures qui touchent notamment le soutien financier. Pour la période de questions, on a recensé les questions depuis l'inscription et donc on en a quand même un bon nombre qu'on va répondre essentiellement à la fin de la présentation. Je prends quelques instants de plus pour vous parler qu'à la chaire, on a mis en place différents outils. Dans le contexte qui touche plus particulièrement les aînés, on a le guide des mesures fiscales et le guide des transitions de vie. Donc, dans le guide des mesures fiscales, on a une série de mesures. Je vous montre ici comment on peut accéder à ces outils-là, notamment ici, là, si vous êtes sur le site de la chaire, dans Outils et ressources, vous allez pouvoir trouver les différents guides. Mais si vous voulez voir particulièrement le guide des mesures fiscales, on le trouve généralement sur la page d'accueil. Il y a un onglet avec lequel on peut cliquer et on se rend directement sur le site du guide. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site du guide? Essentiellement, on répertorie les mesures fiscales, que ce soit tant du gouvernement fédéral que du gouvernement du Québec. Et ils sont classés, c'est un peu petit ici, mais ils sont classés selon 14 catégories. Et si on arrive aux mesures des aînés, vous le voyez en bas ici, vous cliquez là, et là, toutes les mesures destinées aux aînés s'offrent à vous. Et à partir de maintenant, je vais laisser Caroline prendre le relais en présentant la première mesure fiscale que nous avons surlignée ici en jaune, le crédit en raison d'âge. Alors, à toi, Caroline. Merci beaucoup, Luc. Donc, bonsoir tout le monde. Sans plus tarder, on va... Ton micro est fermé, je crois. Non, vous ne m'entendez pas? Oui, vous m'entendez? OK. Donc, le partage, parfait. Donc, le premier crédit en raison de l'âge, c'est un crédit qui est disponible à la fois au fédéral et au Québec. Donc, afin de faciliter là, à savoir quel palier de gouvernement s'applique, vous l'avez inscrit dans le haut là, à chacun des crédits. Donc, les paramètres communs à chacun des deux crédits, autant fédéral que Québec, bien, tous les deux, c'est un crédit non remboursable. Donc, crédit non remboursable, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'impôt à payer pour pouvoir bénéficier là, de l'économie d'impôt. C'est un crédit qui peut être transférable, donc soit en tout ou en partie à son conjoint. Et naturellement, ben, si j'ai un conjoint, il ne faut pas que j'en vive séparé là, à la fin de l'année. Le critère d'admissibilité principal et unique pour y avoir droit, ben, c'est d'avoir 65 ans ou plus à la fin de l'année. Si on regarde maintenant les particularités de chacun des paliers de gouvernement, donc au fédéral, la valeur du crédit pour 2023, c'est 8 396. Donc, on applique un taux de 15 pour une économie là, maximale de 1062. Donc, je peux recevoir et naturellement, ce crédit-là, il est réductible en fonction du revenu de la personne. Donc, à 42 335 de revenus,
je commence à le perdre. Et là, on parle de réduction de revenus individuels et non pas de revenus familial. Donc, chaque année, calcule, même si mon conjoint a 200 000 de revenus, si moi, j'ai en bas de 42 000, je vais avoir le plein montant. Donc, il est rendu là, à 98 300, ben, je n'ai plus rien. Là, le crédit est rendu à 0. Du côté du Québec, donc les paramètres particuliers pour le Québec, la valeur maximale, c'est 3 614, auquel j'applique un taux de crédit de 14 %. Donc, l'économie est au maximum 506 $. Et aussi, au côté du Québec, on a une réduction qui se fait, mais cette fois-ci en vertu du revenu familial. Donc, dès que le revenu familial atteint 38 945, je vois mon crédit qui commence à subir une réduction et rendu à 58 220 de revenu familial, le crédit est rendu à 0. Donc, chaque personne de 65 ans et plus à la fin de l'année a le droit à ce crédit-là. Le suivant, c'est le crédit pour revenu de pension ou le montant pour revenu de retraite. Ils n'ont pas les noms pareils, mais c'est sensiblement là, le même crédit. Donc, les paramètres communs du fédéral et du Québec, bien, encore une fois, c'est un crédit non remboursable. Pour y avoir droit, je dois avoir du revenu de pension admissible. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ça pourrait être, par exemple, une rente d'un régime de pension agréé ou encore un FER, un retrait dans un fonds enregistré d'épargne retraite. Donc, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas du tout. Tout ce qui touche la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, la régie des rentes, ou encore là, le régime de pension du Canada. Donc, ça l'exclut les revenus, ces revenus-là là, pour être admissibles au crédit. Et les deux revenus les plus fréquents qu'on voit, là, c'est vraiment la rente d'un régime privé et le retrait d'un FER. Donc, les paramètres individuels de chaque côté, fédéral et Québec. Donc, au Québec, c'est un crédit, c'est un montant fixe. Il n'y a pas d'indexation annuelle. Donc, c'est 2 000 $ que je peux aller récupérer, auquel j'applique un taux de crédit de 15 %, donc une économie d'impôt avant abattement du Québec de 300 $. Il n'y a pas de réduction qui se fait en fonction du revenu et il est transférable. Du côté du Québec, la valeur maximale pour 2023, c'est 3 211, auquel j'applique un taux de crédit de 14 % et celui-ci, il est réductible en fonction du revenu familial, un peu comme le précédent, le crédit en raison de l'âge. Donc, c'est les mêmes paramètres de réduction. En fait, au Québec, le crédit pour revenu de pension est regroupé avec celui en raison de l'âge et avec celui pour personnes vivant seules. Donc, ces trois crédits-là forment un seul crédit, en fait, là, qui se calcule là, avec les mêmes paramètres au niveau de la réduction. Donc, le seuil de réduction, on commence à le perdre à 38 945 et il est complètement perdu là, à 56 070. On peut le partager entre les conjoints sans problème. Donc, petit tableau, petit graphique ici qui illustre du côté du Québec, lorsque j'ai le crédit, la première ligne, lorsque j'ai les crédits seulement en raison de l'âge. Non, c'est plutôt en raison du revenu de retraite. Et la ligne la plus haute, c'est si j'ai les deux à la fois, crédit en raison de l'âge et crédit pour le revenu de retraite. Donc, souvent, quand j'ai un, j'ai l'autre. Ce n'est pas nécessairement tout le temps, mais il y a de grosses situations, là, plusieurs situations où j'ai les deux en même temps. Je peux avoir les deux en même temps en raison de l'âge et pour revenu de retraite. Troisième mesure qu'on va voir cette fois-ci, ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est plutôt un mécanisme, le mécanisme de fractionnement de revenus. Donc, autant au fédéral qu'au Québec, on peut avoir droit au fractionnement de revenus entre les conjoints.
Donc, ce qui est important de souligner, c'est que le fractionnement de revenus, c'est un choix. C'est un choix conjoint et c'est un choix qu'on doit faire annuellement. Donc, si je le fais en 2023, le fractionnement, je ne suis pas obligée de le faire en 2024. OK? C'est un choix que je dois faire annuellement et il faut que les deux conjoints soient en accord avec ça parce que oui, ça peut créer des économies d'impôts intéressantes, mais ça peut aussi transférer une partie de l'impôt à payer d'un des conjoints vers l'autre conjoint. Donc, ça réduit l'impôt à payer du premier conjoint pour en donner à payer au deuxième. Mais si on prend l'économie globale du couple, ça peut donner des économies d'impôt assez intéressantes. Donc, je peux fractionner entre les conjoints jusqu'à 50 du revenu admissible. Donc, si j'ai des revenus admissibles pour 50 000 ben, au plus, je peux transférer à mon conjoint 25 000. Mais ça pourrait aussi être moins. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un crédit, c'est un choix conjoint. Donc, ce qui est important, c'est que les conjoints sont solidairement responsables de l'impôt résultant du montant transféré. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est important que les deux conjoints soient en accord avec le choix là, de faire le fractionnement de revenus ou pas. Pour ce qui est du revenu admissible et non admissible, ben, c'est un peu comme le crédit pour revenu de pension. Donc, les plus fréquents qu'on voit, c'est la rente d'un régime de pension agréé, les retraits d'un FER et naturellement, les non admissibles, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, on ne peut pas fractionner le revenu de pension de sécurité de la vieillesse, la régie des rentes, le supplément de revenu garanti. On ne peut pas fractionner ça. Donc, au fédéral, la condition pour faire le fractionnement de revenus, c'est d'avoir du revenu admissible. Au Québec, c'est aussi une des conditions, mais en plus, il faut avoir 65 ans. Donc, je ne peux pas faire de fractionnement de revenus avant l'âge de 65 ans, c'est-à-dire l'auteur du transfert doit avoir au moins 65 ans. Il est possible de faire un choix différent au fédéral et au Québec. Donc, je pourrais transférer jusqu'à 50 de mon revenu, transférer 50 de mon revenu au fédéral et au Québec, ne pas faire le fractionnement du tout et vice-versa. Donc, ce n'est pas un choix qui est lié aux deux paliers de gouvernement. Je peux fractionner d'un côté sans nécessairement fractionner de l'autre côté, ou je pourrais fractionner des deux paliers de gouvernement, mais pas les mêmes montants. Donc, je pourrais faire 50 au fédéral, 25 au Québec. C'est vraiment une question d'optimisation et de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux. On a mis une petite illustration. Qu'est-ce que ça peut représenter? En fait, l'effet du fractionnement de revenus. Donc, j'ai deux conjoints, Claude et Gisèle, qui ont tous les deux 65 ans, puis qui ont eu les revenus suivants là, durant l'année. Donc, ils ont eu chacun leur pension de la sécurité de la vieillesse. Ils ont eu chacun leur rente du Québec. Et M. Claude a eu aussi une rente d'un régime de pension agréé pour 60 000 $. Donc, dans les revenus qui ont été reçus par le couple, le seul montant qui est admissible au fractionnement, c'est la rente du régime de pension agréé. La régie des rentes, supplément de revenu garanti, je ne peux pas fractionner ça. Donc, je peux fractionner la rente de monsieur pour en transférer jusqu'à 50 à madame. Donc, les premières colonnes sans le fractionnement, donc c'est tout monsieur garde son revenu, madame elle garde son revenu, on calcule l'impôt. Comme madame n'a pas beaucoup de revenus, ben elle n'a pas d'impôt à payer. Par contre, monsieur, lui, ça y fait un revenu total avant fractionnement, là, sans faire de fractionnement, de 77 900. Donc, si on calcule l'impôt rapidement, pour le couple, ça fait un impôt à payer de 16 629. De l'autre côté, les deux dernières colonnes, j'effectue le fractionnement. Donc, c'est-à-dire que je vais séparer le montant de 60 000 en deux. J'ai choisi dans mon exemple de faire 50-50, mais ça aurait pu être autre chose. Donc, j'enlève le 50 de monsieur pour l'envoyer vers madame.
ça a pour effet de réduire les impôts de monsieur. À monsieur, au lieu de payer 16 629, il va en payer 7 075. Mais madame qui n'en payait pas en paiera 5 756. Au total, oui, j'ai eu une augmentation du côté de madame, de l'impôt à payer, mais au total, j'ai eu quand même une économie d'impôt pour le couple de 3 798. Donc, ce qui peut être intéressant. C'est pas toutes les... Oui, vas-y, Chantal. Tu peux-tu me préciser, Caroline, mon mari avait 60 000 de revenus admissibles au fractionnement. Oui. Il va-tu me donner 30 000 ou je vais juste payer l'impôt sur le 30 000? Non, c'est ça. Malheureusement, il n'y a pas de fractionnement réel d'argent. Donc, il n'est pas obligé de me donner. C'est seulement aux fins de calculer l'impôt sur le revenu. Donc, c'est un partage qui se fait dans la déclaration d'impôt et non pas dans les poches. Okay. On ne prend pas l'argent dans les poches. Donc, j'espère qu'il va me dédommager. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui serait logique de dire, ben, monsieur, moi, madame n'avait pas d'impôt à payer. Donc, ce qui serait logique, ça serait que monsieur assume l'impôt de madame et ça lui fera économiser là, tout près de 4 000 $ de son côté. Bon point, Chantal. Prochain crédit, c'est le crédit pour le maintien à domicile des aînés. Donc, ce crédit-là, c'est un crédit qui est offert uniquement du côté du Québec. C'est un crédit remboursable, donc pas besoin d'avoir d'impôt à payer. À partir du moment où on rencontre les critères d'admissibilité, bien, on peut aller chercher là, une économie d'impôt, un remboursement là, sur les dépenses qu'on a engagées. Donc, les critères, c'est pour les personnes de 70 ans et plus. On peut recevoir le crédit par versement anticipé. Donc, on voit ça souvent là, pour les personnes qui sont dans résidences pour aînés, là, les RPA. Pour 2023, le taux de crédit est de 37 %. Donc, je peux récupérer là, 370 $ de chaque tranche de 1 000 $ de dépenses que j'ai engagées. Des dépenses admissibles, naturellement. Et il y a des plafonds là, pour les dépenses admissibles. Là, une personne autonome peut avoir jusqu'à 19 500 de dépenses admissibles. Pour une personne non autonome, 25 500. Et ça, c'est par personne. Donc, si on est un couple de personnes de 70 ans et plus, un couple autonome tous les deux, ben, je multiplierai par 2 là, le 19 500. Il existe aussi des seuils de réduction au niveau du crédit pour maintien à domicile. Donc, à partir du moment où le revenu familial dépasse 65 700, on commence à perdre une partie du remboursement. J'ai 2 paliers de remboursement sans nécessairement entrer dans les détails de ça, mais de 65 700 jusqu'à 106 400, le taux de réduction est de 3 et supérieur à 106 400. Bien là, le taux de réduction est un petit peu plus élevé, donc il est à 7 %. Ça, c'est pour les personnes autonomes ou les couples composés uniquement de personnes autonomes. S'il y a une personne non autonome ou s'il y a une personne dans le couple qui est non autonome, bien là, on a seulement la réduction de 3 % qui s'applique, la première réduction, et pour une réduction maximale là, de 2 % des dépenses admissibles. Au niveau du crédit aussi, il y a une portion pour les personnes qui sont en immeuble locatif. Donc, pas les résidences pour aînés, là, ni la résidence, une résidence principale, une maison unifamiliale. Vraiment, ceux qui sont en logement. OK? Donc, il y a possible de considérer dans le crédit, dans le calcul du crédit maintien à domicile, un pourcentage du loyer. Donc, j'ai un loyer minimal à 600 $ qui fait que si mon loyer me coûte 500 $, ben, je vais considérer 600 $ par mois dans le calcul du crédit. Il y a aussi un loyer maximal, donc qui est 1 200. C'est-à-dire que si mon loyer me coûte 1 500 $, ben, c'est seulement 1 200 que je vais considérer. Donc,
au milieu de ça, entre les deux. Si mon loyer me coûte 800, bien, ça sera 800 que je vais prendre en considération. Donc, le versement pour le loyer, si jamais on l'oublie, OK, bien, le montant là, du loyer admissible, là, il peut être versé sans que ça soit demandé. OK? C'est tout nouveau, ça, depuis un an ou deux, là, qu'on peut récupérer le montant, même si on a oublié de le demander, qu'on n'a pas fait la demande dans la déclaration d'impôt, on peut le récupérer. Revenu Québec va le verser de façon automatique. Donc, pour les exemples de services admissibles, donc c'est tout ce qui touche l'aide à l'habillage, à l'hygiène, aux services infirmiers, l'entretien ménager, terrain, déneigement, etc. J'ai mis un lien qui nous amène sur le site de Revenu Québec où on peut voir les différents services admissibles qui sont disponibles là, pour le calcul du crédit en fonction du lieu où la personne habite, soit dans un RPA ou dans sa résidence ou dans un logement. Donc, c'est assez bien détaillé, c'est assez bien là, monté, là, ça présente bien l'information. Caroline? Oui. Peux-tu, je ne sais oui. pas si tu peux revenir à oui, celle je précédente. peux revenir. Oui. Peut-être quelques précisions à l'égard des dépenses non admissibles. OK? On a eu des questions précédemment, évidemment, où quelqu'un, par exemple, nous demandait, j'ai des dépenses d'entretien de ma maison. OK? J'ai l'entretien du gazon, j'ai le déneigement. Est-ce que ces montants-là sont admissibles? Donc, on répond à ça, oui, l'entretien du gazon, le déneigement de votre résidence, ce sont des frais admissibles. Mais les travaux d'entretien, comme par exemple la peinture ou encore j'ai eu besoin d'un électricien, ça, ce ne sont pas des dépenses qui vont être admissibles aux fins du crédit d'impôt pour maintien à domicile. En fait, dans les exclusions, on vient nous dire que tous travaux d'entretien, de rénovation, comme la peinture, ne sont pas des dépenses admissibles. Et on nous précise aussi que quand on fait tous les travaux pour lesquels une licence doit être délivrée en vertu de la loi sur le bâtiment, où on exige une licence, ces frais-là ne sont pas non plus des frais admissibles. Donc, avec le lien que Caroline nous a donné, si vous allez sur le site, vous allez voir ces exclusions-là. OK? On nous dit, ben oui, voici, ça, c'est admissible, mais tout ce qui est entretien, ça ne l'est pas. On a aussi eu comme question, j'ai remplacé une porte patio que j'avais à la maison. Avant, je faisais ces travaux-là moi-même, mais considérant que j'avance en âge, on ne dira pas que la personne a 52 ans, là, c'est pas vrai. Donc, la personne au-dessus de 70 ans, elle a dit, j'avance en âge et je ne veux plus remplacer, c'est plus moi qui fais ces travaux-là. Est-ce que le coût de remplacement de ma porte patio va être admissible aux fins du crédit d'impôt maintien à domicile? Mais non. Comme il s'agit en plus de travaux de construction, rénovation, réparation, il ne s'agit pas de frais admissibles aux fins du crédit. Si je continue, on avait eu une autre question dans laquelle on disait, moi, je suis dans un condo. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de mes frais de condo aux fins du crédit d'impôt pour maintien à domicile? Fait que là, encore une fois, vous allez trouver ça sur le site de Revenu Québec. On dit qu'on a des services qui sont inclus dans nos charges de copropriété qui peuvent donner droit au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Pour pouvoir réclamer à l'égard de ces frais-là qui sont inclus dans nos charges de copropriété, votre syndicat de copropriétaires devrait vous remettre un formulaire d'ici la fin février à l'égard des frais admissibles pour l'année 2023. Le numéro du formulaire, c'est le TPZ 1029.MD Mario Denis.5. OK, donc, encore une fois, l'information, vous la trouvez sur le site de Revenu Québec. C'était, moi, 2-3 précisions que je voulais faire avec vous suite à des questions qu'on a reçues, qu'on a cru bon de vous parler tout de suite plutôt que de garder les questions à la fin. Parfait. Je vais en profiter pour dire que vous voyez là, présentement sur le PowerPoint qu'il y a des liens pour accéder. Le PowerPoint sera mis en ligne, évidemment, et donc vous pourrez accéder au PowerPoint et vous n'aurez qu'à cliquer
sur les liens qu'on a mis là de façon à pouvoir accéder au formulaire plus facilement. Donc, merci à vous deux. On continue. Donc, ici, c'est une représentation graphique du crédit pour le maintien à domicile. Donc, pour une personne seule autonome, la ligne du bas. Pour un couple autonome, la ligne du haut. Donc, on voit là qu'à partir de 65 700, si je me souviens bien, là, on commence à avoir une réduction. À 106 000, là, j'ai une réduction qui est un peu plus accentuée. Donc, si je suis une personne seule, avant de perdre totalement le crédit en fonction naturellement des dépenses que j'ai engagées, je vais, là, ça va aller à 192 000, tandis qu'un couple, 295 000. C'est sûr que si j'ai engagé seulement 500 $ ou 1 000 $, je vais perdre le crédit beaucoup plus rapidement là, qu'à ce revenu-là. Là, ça, c'est vraiment pour des dépenses là, maximales. Là. Ensuite, on va parler maintenant du crédit pour les frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Donc, encore une fois, c'est un crédit d'impôt remboursable offert au Québec. Encore une fois, c'est un crédit qui est offert pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, le taux de crédit est de 20 % et il y a une franchise, c'est-à-dire que le premier 250 $ de frais payés n'est pas admissible au crédit. Les dépenses doivent être engagées là, soit pour l'achat, la location ou l'installation de biens admissibles dans le lieu de résidence principale. Qu'est-ce que c'est exactement les biens admissibles? Donc, c'est une liste exhaustive. On a la liste là, sur le site de Revenu Québec. Ça peut être soit les dispositifs de télésurveillance là, centrés sur la personne qui mesurent là, à distance différents paramètres psychologiques. Dispositifs de repérage là, de type GPS, notamment pratique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Bien ayant pour objet d'aider une personne à s'asseoir sur une cuvette ou de s'enlever ou encore entrer dans une baignoire ou même le coût pour une douche, là, pour l'installation d'une douche plein pied ou une baignoire avec une porte, ça rentre dans le crédit. L'achat d'un lit d'hôpital, donc ça pourrait rentrer aussi dans ça. Un fauteuil monté sur rail pour aider à monter ou descendre un escalier. Un système d'avertissement pour les personnes malentendantes, des prothèses auditives, le coût d'une marchette, déambulateurs, cannes, béquilles, fauteuil roulant non motorisé. Donc, tout ça rentre dans le crédit à 20 %, un taux de 20 % et le premier 250 $ ne me donne pas droit au crédit, donc c'est exclu. Ces frais-là, la majorité, sont aussi admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux. Donc, je pourrais choisir ce qui est le plus avantageux pour moi. Crédit d'impôt pour frais médicaux, c'est un crédit non remboursable, tandis que celui-ci, c'est un crédit remboursable. Le crédit pour frais médicaux, je n'ai pas besoin d'exclure le premier 250 $ des frais, mais j'exclus 3 % du revenu familial. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui peut être intéressant. Si je n'ai pas d'impôt à payer à la base, mais c'est certain que le crédit remboursable sera probablement plus avantageux. Mais si j'ai déjà beaucoup de frais médicaux puis que mes revenus sont élevés, peut-être que c'est plus intéressant de considérer les dépenses pour l'achat de ces biens-là ou la location avec les frais médicaux. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire, pas essai-erreur, mais c'est de vérifier quel qui est le plus avantageux, dans quel cas c'est le plus avantageux. OK. En plus, bon, les dépenses ne doivent pas avoir servi à calculer un autre crédit. Donc, tantôt, je vous disais, bon, ils peuvent être admissibles au crédit pour frais médicaux, mais c'est sûr que si je choisis de les considérer dans mon crédit frais médicaux, je ne peux pas en plus demander le crédit pour les frais engagés pour maintenir son autonomie. Donc, c'est un ou c'est l'autre.
Bon, ça, je pense que ça se répète un peu. Il y a du doublon là-dedans. Taux de crédit 20 premier 250 pas admissible. Crédit d'impôt à l'égard de frais engagés par un aîné pour un séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle. Donc, ça aussi, ça rentre. Si je dois aller faire un séjour dans une unité là, de transition de récupération fonctionnelle, un centre de santé là, pour un bout de temps là, temporaire, pour un séjour temporaire, ça pourrait être aussi considéré comme ça. Là, c'est jusqu'à 60 jours là, qui peut être pris en considération. Caroline, dans Oui. le cas des frais là, pour la télésurveillance, Oui. est-ce qu'il faut que ça soit payé par le contribuable lui-même? Si c'est payé par un de ses enfants, est-ce qu'il peut quand même demander le crédit remboursable? C'est une bonne question, hein? C'est une très... Oups, je suis allée un peu trop loin. C'est une très bonne question. Si c'est l'enfant qui l'a payé, est-ce qu'il peut le demander? Je suis embêtée. Qu'est-ce qu'en penses, toi, Chantal? Ouais, je suis embêtée aussi. Je vais faire la recherche. Okay. Mon premier, j'ai toujours ma réponse rapide aurait été de dire non, il faut que la facture soit au nom de, mais je vérifie si je trouve une réponse, je la partage. Parfait, merci. Donc, on revient ici. Donc, prochain crédit, c'est le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. Donc, ce crédit est offert par le fédéral seulement. C'est un crédit non remboursable qui peut aller chercher jusqu'à 15 de 20 000 de dépenses admissibles. Donc, le taux de crédit avant abattement est de 15 et les dépenses admissibles sont au maximum 20 000 En quoi ça consiste exactement? Bien, il faut que j'engage des frais pour permettre à un particulier qui est âgé de 65 ans ou plus, ou encore une personne qui est handicapée, d'avoir accès à un logement plus facilement, de s'y déplacer et d'accomplir les tâches de vie quotidienne de façon plus facilement et aussi réduire le risque pour les personnes dans le logement. Donc, par exemple, ça pourrait être l'achat et l'installation d'une rampe d'accès pour un fauteuil roulant. Donc, j'ai eu un accident, je suis en chaise roulante. L'installation d'une rampe extérieure pourrait permettre d'avoir ce crédit-là. L'installation aussi de baignoire avec porte ou de bord d'appui dans une salle de bain. Donc, ça vient réduire le risque de chute, de blessure. Donc, c'est ce que ça vise, le crédit pour l'accessibilité domiciliaire. C'est vraiment de faciliter le fait pour accomplir les tâches de vie quotidienne ou encore réduire le risque de chute ou de blessure. Chose particulière, tantôt je vous parlais du crédit pour les frais engagés pour maintenir l'autonomie des aînés versus le crédit pour frais médicaux. Je vous disais, bon, ça peut être admissible dans les deux cas, mais on choisit un ou on choisit l'autre. Bien, dans le cas du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, c'est le même principe, c'est-à-dire que les frais qui sont engagés souvent vont aussi être admissibles au crédit pour frais médicaux. Et là, bonne nouvelle, c'est que je peux demander les deux crédits. Donc, par exemple, si je fais installer une rampe d'accès pour un fauteuil roulant, pardon, ça pourrait être quelque chose qui serait admissible dans les deux cas, dans les deux crédits, et je peux le demander pour les deux. Donc, il n'y a pas de problème. Ça me permet, la même dépense me permet d'avoir deux crédits différents, ce qui est rarement le cas. Donc, habituellement, c'est un ou c'est l'autre. Donc, petite présentation visuelle du crédit. Donc, plus mes dépenses augmentent, plus le crédit augmente pour atteindre un plafond là, de 2 505 rendu là, à 20 000 de dépenses. Crédit pour la prolongation de carrière, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Pendant ce temps-là, Caroline, j'ai répondu dans la conversation, mais les doigts m'ont croché un peu, donc j'ai des erreurs dans mon texte relativement aux frais payés par l'enfant.
Donc, pour le crédit pour les frais, pour un aîné pour maintenir son autonomie, les frais doivent avoir été payés par le conjoint ou le contribuable ou son conjoint. Donc, OK. théoriquement, par l'enfant, ça ne fonctionne pas. OK. Parfait. Donc, le crédit pour la prolongation de carrière, c'est un crédit non remboursable offert par le Québec. OK. Je voyais qu'il y avait un petit exemple à côté. Donc, le crédit non remboursable, non transférable et non reportable. Donc, c'est-à-dire que si pour une année d'imposition, je ne peux pas l'utiliser au complet parce que je n'ai pas suffisamment d'impôts à payer, bien, je ne pourrais pas le transférer à mon conjoint, puis je ne pourrais pas le reporter à l'année prochaine. Donc, je l'utilise maintenant ou je le perds. Condition d'admissibilité, c'est d'avoir 60 ans ou plus à la fin d'année. Donc, dès 60 ans, je peux aller chercher le crédit pour la prolongation de carrière. Le taux de crédit est de 14 %. Revenu de travail admissible, ben, c'est tout salaire, revenu qu'on a d'un revenu d'emploi, un revenu d'entreprise. Les conditions, c'est que ça ne provienne pas d'une personne avec qui j'ai un lien de dépendance. Donc, si je travaille pour l'entreprise de mon conjoint ou si je travaille pour l'entreprise de mon frère, ben, comme on a un lien de dépendance employeur et employé, ben, sur le revenu que je gagne, mon salaire que je gagne de cet emploi-là, ça ne serait pas admissible. Il y a un seuil, qu'on pourrait dire, un seuil de base, il faut que je gagne au moins 5 000 $. Donc, le premier 5 000 $ n'est pas admissible au crédit et le montant maximal que je peux aller chercher de 60 à 64 ans, c'est 14 % de 10 000 $ et 65 ans et plus, c'est 14 % de 11 000 $. Il y a un seuil de réduction qui est un seuil individuel, c'est le revenu de la personne et non pas le revenu familial. Et ça commence là, à 38 945 là, qu'on voit le crédit réduire. Ce qui est important de considérer ici, de dire, c'est que on considère le revenu de travail. Pour calculer le crédit, c'est le revenu de travail seulement qui est pris en considération. Donc, si j'ai d'autres revenus, ça n'aura pas d'impact dans mon calcul. Je pourrais avoir 200 000 de revenus, mais avoir 25 000 de revenus d'emploi, ben, j'aurai le droit au plein crédit. Donc, ça viendra. La réduction, quand je parle de calcul et de réduction, c'est uniquement le revenu de travail admissible qu'on considère. Donc, petite représentation graphique. Donc, le crédit en rouge, c'est le crédit pour les personnes, les travailleurs de 60 à 64 ans. Et en bleu, de 65 ans et plus. Donc, 65 ans et plus, je peux aller chercher un maximum de 1 540. Et pour les 60 à 64 ans, un crédit maximal de 1 400. Le crédit pour le soutien aux aînés. Caroline, juste pour le crédit précédent, pour la prolongation de carrière. Oui. Naturellement, les gens n'ont pas 65 ans ou 60 ans le 1er janvier. Là, ils ont ça à n'importe quel moment de l'année. Mm-hmm. Est-ce qu'il compte? Est-ce que c'est d'avoir 60 ans au 31 décembre ou puis là, tu l'as toute l'année ou tu l'as juste une portion d'année selon ton anniversaire? Oui, effectivement. Bon point, Luc. En fait, je vais calculer le revenu à partir du moment où je vais avoir 60 ans ou que je vais avoir 65 ans. Donc, si j'ai eu 60 ans au mois d'août 2023, ben, je vais considérer seulement le revenu gagné à partir de mes 60 ans. Donc, pour les mois de mon anniversaire à août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et pas avant, le revenu gagné avant ne sera pas pris en considération dans le calcul du crédit. Même chose pour quand on change, là, quand on devient admissible pour les 65 ans et plus, c'est la même chose. Donc, je vais considérer seulement le revenu à partir de l'anniversaire, après l'anniversaire. Merci. Donc, crédit pour le soutien aux aînés. Encore un crédit du Québec remboursable.
pour les personnes 70 ans et plus à la fin de l'année, donc qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Bon, exclusion, les prisonniers, là, plus de 6 mois, ne sont pas admissibles à ce crédit-là. La valeur du crédit, c'est un crédit non indexé d'une valeur de 2 000 là, depuis l'an passé. C'est 2 000 donc cette année encore disponible. C'est un crédit qui peut être partagé entre les conjoints ou réclamé par un seul membre là, du couple. Donc, il y a un seuil de réduction. Donc, on commence à le perdre pour une personne seule à partir de 25 755, pour un couple à partir de 41 885. Et là, je vous disais, le 2 000 n'est pas indexé, mais le taux de réduction, lui, il l'est. Donc, en 2022, le taux de réduction était de 5 %. En 2023, il est 5,16 %. 2024, il est 5,31 %. Donc, ça fait que ce que ça donne en bout de terme, c'est que je vais perdre le crédit au même revenu. Mon crédit va être rendu à 0 au même revenu qu'en 2022, 2023, 2024. Donc, ça donne de façon visuelle, ça ici. Donc, la ligne bleue, c'est une personne seule, le bleu foncé. Personne seule de 70 ans et plus. La ligne orange, c'est un couple avec au moins une personne de 70 ans. Et la pointillée bleue, c'est un couple là, avec les deux qui ont 70 ans. Donc, je peux aller chercher un maximum de 4 000, 2 000 dans les autres cas. Et là, j'ai tous mes seuils de réduction, les seuils de sortie qui sont indiqués. Tu veux-tu parler de ça, Luc? Ce point-là, je pense que tu es meilleur que moi pour, ici, pour je peux discuter de ça. simplement dire, puis je vais reprendre le contrôle de la présentation. Ben, c'est ça, c'est le montant qu'on a droit, là, c'est pour un couple, donc le montant de 4 000 qu'on a droit, lui, il n'est pas indexé, ça reste 4 000. Le seuil à partir où débute la réduction, lui, est indexé et le gouvernement a voulu que le seuil de sortie demeure à peu près le même. Donc, dans ce cas-là, on parle de, grosso modo, là, 120 000 $. Donc, vous voyez, si en 2022, la réduction débutait à 39 350 au taux de 5 %, l'année d'après, elle débute à près de 42 000, mais au taux de 5,16 %. Et donc, on a le seuil de sortie le même. L'année 2024, ça sera à 44 000 que la réduction débutera, mais au taux de 5,31 %. Donc, vous voyez que le taux va augmenter progressivement, mais le seuil de réduction est déplacé. Donc, tous ceux qui ont des revenus en bas du seuil continuent d'avoir le plein montant. Si leurs revenus croissent au rythme de l'indexation-là, ils vont toujours être protégés. Mais si les gens ont des revenus plus élevés, effectivement, le taux va s'accélérer, si bien qu'ils vont en perdre une portion plus élevée à chaque année si leur revenu augmente au-delà du seuil. Pardon. Ce qui complétait la présentation des mesures qu'on voulait faire à l'égard de l'âge, des revenus de retraite, des situations de maintien à domicile et de soutien de revenus. On arrive maintenant à la période de questions. Période de questions, donc, comme je vous disais, qu'on avait recensé lors de votre inscription. Et je vais commencer avec la première. On a à peu près, grosso modo, presque 20 questions. Là. On va commencer avec la première, qui est quand même une question simple, mais qui est une question vaste. Et donc, Chantal va pouvoir y répondre. À quel âge commence-t-on à être désigné comme aîné? Quelle belle question. On peut faire de la philosophie sur ce sujet-là, hein, mais j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est à quel âge on est désigné comme aîné aux fins de l'impôt. Parce que sinon, moi, je vous répondrais, on a l'âge de notre cœur, donc je peux avoir 90 ans puis ne pas être un aîné. Bon, faire sa part, il n'y a pas de bonne réponse à ça en matière fiscale. Tout dépend de la mesure qu'on veut évaluer. On a vu tantôt avec Caroline, là, elle nous donnait toujours des âges. Là. Donc, la soirée des aînés s'adresse à qui? Ben, au fédéral. De façon générale, on peut dire qu'au fédéral, on ne se trompe pas beaucoup si on dit qu'un aîné
c'est 65 ans. Par exemple, si je parle du crédit en raison d'âge, il faut que j'aie 65 ans. Le crédit pour accessibilité domiciliaire, le crédit pour rénovation d'habitation multigénérationnelle, ce sont tous des crédits qui nous donnent droit dès l'âge de 65 ans. Par contre, on peut aussi penser que pour bénéficier des règles du fractionnement de revenus de pension, le fédéral n'a pas mis l'âge de 65 ans. Par exemple, si moi je reçois, on y va avec, est-ce que j'ai reçu un revenu de pension admissible, donc une rente d'un RPA, d'un régime de pension agréé, que si je prenne ma retraite à 60 ans, j'y aurai droit. Donc, il y a certaines règles qui sont réservées aux aînés, mais pour lesquelles je vais avoir droit, même si je n'ai pas 65 ans. Vous pouvez demander votre pension de la sécurité de la vieillesse aussi dès les 65 ans. Vous pouvez demander plus tard, mais à 65 ans, vous pouvez faire la demande. Donc, je dirais que de façon générale, fédérale, on va penser 65 ans. Au Québec, là, on peut s'amuser. Au Québec, on pourrait dire plusieurs crédits me sont accordés à 70 ans. Par exemple, le crédit d'impôt maintien à domicile, le crédit pour le soutien aux aînés, le crédit pour les frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Donc, plusieurs crédits qui sont à 70 ans. D'autres sont à 65 en raison d'âge. Le fractionnement de revenus de pension aussi est permis à 65 ans. Puis, si je termine avec le crédit pour prolongation de carrière, dès les 60 ans, on peut y avoir droit. Donc, la morale de l'histoire, si on veut savoir si une mesure s'applique à nous et on ne sait pas si nous, on est un aîné, il faut aller lire. C'est la première condition, quel est l'âge quel est l'âge que je dois avoir pour pouvoir bénéficier de ce crédit-là. Merci, Chantal. Question suivante. Est-ce possible de profiter du crédit pour personnes vivant seules? Pardon, on a tous une petite toux. Est-ce possible de profiter du crédit pour personnes vivant seules lorsqu'on habite dans une maison bigénérationnelle, c'est-à-dire logement indépendant dans une maison unifamiliale? Alors, c'est mon tour. La réponse, c'est oui, parce que le principal critère pour le crédit pour personnes vivant seules, c'est d'habiter seul toute l'année. Donc, on est dans 2 logements différents. Et je vous rappelle le seuil de sortie. Pour une personne seule, c'est 49 446. Et pour une famille monoparentale, parce que c'est permis aussi pour les familles monoparentales, on est réputé vivre seul, même si on est avec des enfants, le seuil de sortie est à 62 412. Voilà. Merci, Luce. Question suivante. Faut-il s'inscrire pour recevoir le supplément de revenu garanti ou c'est automatique qu'on va le recevoir dès lors qu'on se qualifie? Bon, juste avant d'arriver à l'inscription, juste rappeler c'est quoi le supplément de revenu garanti. C'est une prestation du fédéral, c'est une prestation mensuelle qui est non imposable. Elle est revue à chaque année en fonction du revenu net de la personne. Donc, plus le revenu augmente, moins on va avoir de prestations. Pour le célibataire, le revenu net doit être inférieur à 21 624 et avec conjoint, le revenu net doit être inférieur à 28 560 $ pour avoir le montant de supplément. Bon, est-ce qu'on doit s'inscrire? Bon, ce qui pourrait être simple comme réponse, c'est oui ou non, mais c'est pas exactement ça la réponse. Ça dépend. Alors, vous pouvez avoir reçu ou vous allez recevoir une lettre de Service Canada pour vous indiquer que vous êtes éligible à la pension de sécurité de vieillesse et au supplément de revenu garanti. Si vous recevez cette lettre-là, c'est automatique, vous êtes inscrit. Si vous n'avez pas reçu cette lettre-là, vous pouvez recevoir une lettre du gouvernement qui vous dit de faire votre demande en ligne ou par la poste. Donc, il faudra faire cette demande-là. Et si vous n'avez pas reçu ces 2 lettres-là, les 2 lettres que je viens de vous mentionner, bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire directement. Vous devrez faire une demande et vous pourrez le faire en ligne ou par la poste. Voilà. Merci, Luce. Question suivante, question 4. Est-il préférable ou non de retarder la pension de sécurité de la vieillesse et de la rente de la Régie des rentes? Bon, premièrement, ici, peut-être, c'est moi qui vais y répondre, peut-être vous rappeler, on n'est pas ici pour faire du conseil en matière de planification financière, là. Donc, c'est vraiment du cas par cas. La réponse simple est généralement que oui, c'est préférable de retarder le début de la pension de sécurité de la vieillesse et de la Régie de la rente du Québec.
Mais il faut tenir compte, évidemment, de votre état de santé, il faut tenir compte de votre capacité financière, il faut avoir les moyens de le reporter. Je vais commencer par vous dire peut-être les avantages du report de la pension de sécurité de la vieillesse. À chaque mois que vous la retardez après 65 ans, vous avez une bonification de 0,6 %. Vous pouvez la reporter jusqu'à 70 ans. Et si c'est le cas, bien, votre prestation, à partir de 70 ans, sera 36 % plus élevée que ce qu'elle aurait été si vous l'aviez débuté à 65 ans. Et ça, la prestation bonifiée sera indexée jusqu'à la fin de vos jours. En plus, à 75 ans, depuis environ 1 an et demi là, ou 2, à 75 ans, la pension de sécurité de la vieillesse d'Ottawa, elle est bonifiée de 10 %. Mais c'est la prestation bonifiée qui sera bonifiée de 10 %. Donc, vous aurez une plus grosse bonification si vous avez une prestation qui est bonifiée. Bon, du côté de la prestation de la Rente du Québec, RRQ, aussi, on peut la retarder. Cette fois, depuis 2024, on peut la retarder jusqu'à 72 ans. En 2023 et avant, c'était 70 ans le report maximal. Cette fois-là, la bonification est 0,7 % par mois. Si bien, si quelqu'un attend à 72 ans pour demander sa prestation de retraite Québec, la bonification sera de 59 %. Donc, c'est quand même considérable. Je vous donne un exemple. Évidemment, vous l'aurez moins longtemps, la pension, mais si vous demandez votre RRQ à 60 ans, la prestation maximale, on parle de 10 480. Si vous attendez à 65 ans, la prestation maximale est de 16 375. Si vous la demandez à 72 ans, la prestation est de 26 000 $. Donc, vous voyez que ça a quand même un effet, et ça, c'est annuel, indexé, encore une fois, jusqu'à la fin de vos jours. Bon, je reviens à la question de base. Est-ce préférable de reporter? On n'est pas obligé de prendre la décision à 60 ans pour le régime des rentes et de dire on va reporter à 72. Vous pouvez faire ça, vous pouvez y réfléchir à chaque année, à chaque 6 mois, à chaque mois. C'est une décision qui peut être changée à tout moment, là. Et l'autre élément à prendre en compte là-dedans aussi, reporter, ça ne veut pas dire nécessairement travailler plus longtemps. Ça peut vouloir dire décaisser, par exemple, son REER plus rapidement dans les premières années et par la suite, le décaisser moins rapidement une fois que les prestations auront été bonifiées. Tout ça pour dire que si vous avez l'occasion d'en discuter avec un planificateur financier, c'est peut-être probablement la meilleure solution avant de prendre une décision dans ce cas-là. Puis un dernier point, si vous la demandez, par exemple, du côté de Québec, la rente du Québec, puis vous pouvez changer d'idée aussi. Vous avez quelques mois pour changer d'idée, pour dire hey, j'ai fait ça trop vite sur un coup de tête, là, j'ai pris ma retraite, j'ai demandé ma rente, puis je voudrais la retarder. Vous pouvez toujours, pas toujours, mais sur une période de temps, vous pouvez changer d'idée. Je crois que de mémoire, c'est 6 mois. Donc, question 4 résolue. Question 5. Est-ce que l'option de cesser de contribuer au régime des rentes pour les travailleurs autonomes de plus de 65 ans est en vigueur pour 2023 et quelles en sont les modalités? Donc, je vais garder le micro, je vais répondre à cette question-là également. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est non, les changements sont en vigueur pour cesser de cotiser. C'est à partir du 1er janvier 2024. Il s'agit d'un choix pour les travailleurs qui sont âgés de 65 ans et plus. Mais pour avoir l'opportunité de faire ce choix, il faut être bénéficiaire de la rente du RRQ. Donc, si vous n'avez pas encore demandé votre rente du RRQ, vous ne pouvez pas demander de cesser de cotiser. Ceci étant dit, vous pouvez le faire à compter du jour suivant votre 65e anniversaire. Ça va s'appliquer pour le mois suivant et c'est un choix. C'est l'employé qui le fait, mais et l'employé et l'employeur n'auront plus à cotiser. Ça se remplit par un formulaire et le formulaire, il faut qu'il soit remis à l'employeur. C'est un choix par emploi. Donc, si vous avez 2 emplois, il faut faire 2 fois le choix. Si vous changez d'emploi, il faut refaire le choix. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit.
En espérant avoir bien répondu à cette question, je vais passer à la question suivante. Question 6. Comment doit-on traiter les Comment doit-on traiter les déclarations de revenus d'un couple de 80 ans dont l'un a intégré une résidence pour personnes âgées en cours d'année et qui y vivait au 31 décembre, alors que l'autre conjoint est encore dans la résidence familiale? Donc, c'est moi qui vais répondre à ça. En fait, dans une situation comme ça, on est toujours aux fins fiscales considérés comme des conjoints, à moins qu'il y ait eu une réelle séparation. Une situation comme ça où un des conjoints doit quitter la résidence familiale pour aller vers une résidence pour aînés pour avoir des soins particuliers, ben, on est toujours conjoints, donc on produit la déclaration ensemble. On va calculer comme s'il n'y avait pas eu de séparation. Si c'est le conjoint a intégré une résidence pour aînés qu'on dit non autonome, ben, on pourrait peut-être se prévaloir là, des règles sur la séparation involontaire. Donc, on pourrait faire le choix, mais on considère toujours qu'on est des conjoints, même si on va chercher les règles sur la séparation involontaire. On reste quand même qu'on est des conjoints et on calcule nos impôts ensemble. On ne produit pas la déclaration séparée, on produit la déclaration ensemble, comme si on vivait toujours ensemble. C'est tout. J'en dirai plus pour la prochaine question. Donc, question 7, cette fois. On a une mise en situation. Monsieur habite dans un centre de soins de longue durée et madame habite toujours dans la résidence unifamiliale. Alors là, on a déjà 2 questions. Est-ce que madame peut demander le crédit pour personnes vivant seules? Et est-ce que le revenu de pension peut être fractionné entre les 2 conjoints s'ils n'habitent plus dans la même résidence? OK, ça revient un peu à la question précédente. Là, sauf qu'on est, au lieu d'être dans une RPA, on est dans un CHSLD. Donc, on aura aussi la possibilité de se prévaloir là, des règles sur la séparation volontaire, mais avant de discuter de ça, ben, est-ce que madame peut demander le crédit pour personnes vivant seules? La réponse est oui, dans la mesure où madame a vécu seule durant toute l'année. Donc, l'année où il y a eu déménagement vers le CHSLD pour monsieur, probablement que cette année-là, on n'y aura pas le droit, mais par la suite, si madame a vécu seule toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un enfant qui a vécu avec elle ou elle n'a pas eu de colocataire ou quoi que ce soit, elle pourra le demander. Pour monsieur, malheureusement, le fait de vivre en CHSLD nous disqualifie. Là, on ne considère pas vivre seul quand on vit en CHSLD. Est-ce que les revenus de pension vont pouvoir être fractionnés? Bien, la réponse est oui aussi, parce que dans le fond, comme je disais tout à l'heure, les déclarations d'impôts sont faites considéré comme si on n'était pas séparés. En fait, on est toujours un couple. Donc, pour calculer les frais médicaux, pour calculer le fractionnement de revenus, ces choses-là, bien, on est toujours un couple. On produit notre déclaration d'impôt ensemble et la façon de calculer l'impôt sera de la même façon. Pour la séparation involontaire, ça peut être judicieux d'aller se prévaloir de ça pour, si on a 65 ans et plus, il faut qu'il y ait au moins un des membres du couple qui ait 65 ans et plus. Et ce que ça fait comme impact, c'est que peut-être qu'une des 2 personnes qui n'étaient pas admissibles au supplément de revenu garanti, parce qu'on considère le couple quand vivent sous le même toit, on va considérer le revenu familial pour calculer le montant de supplément de revenu garanti qu'on va obtenir. Quand on a séparation involontaire, bien là, on peut demander un recalcul du supplément de revenu garanti pour que le calcul soit fait en fonction des revenus individuels. Donc, dans la situation où j'ai un membre du couple qui gagne 50 000 par année, tandis que l'autre en gagne, je ne sais pas moi, 18 000, ensemble, on n'a pas le droit au supplément de revenu garanti. Mais si on fait de façon séparée, probablement que la personne qui a 50 000 n'aura pas le droit, mais peut-être que celle qui a 18 000 de revenus y aurait droit.
Donc, ça pourrait être quelque chose à envisager là, dans la situation là, qu'on décrit ici, là, que monsieur est en CHSLD et que madame là, reste dans la résidence unifamiliale. Merci. Bienvenue. Question 8. Est-ce que le fractionnement de revenus de retraite est encore profitable pour deux conjoints aînés qui sont tous deux prestataires de rente de retraite? Une petite réponse facile. Donc, oui, c'est encore profitable. Je vous rappelle les avantages principaux. Hein. Ça permet d'équilibrer le revenu entre les membres d'une même famille. Donc, moins d'impôts à payer si on pense aux paliers d'imposition qui sont progressifs. Donc, pour la famille, ça coûte moins d'impôts. Ça peut éviter qu'une personne ça peut éviter qu'une personne doive rembourser sa pension de la sécurité de la vieillesse parce que si un des deux membres du couple a un revenu qui excède 86 000 quelques cents, ça peut permettre aux deux membres du couple de multiplier les crédits pour revenus de retraite. Puis, il y a tout autre effet insoupçonné en fonction de la situation qui peuvent s'appliquer. Donc, à ça, j'ai envie de vous rappeler l'importance d'utiliser un logiciel. OK, et d'aller voir, la plupart des logiciels vont nous faire un rapport de fractionnement. Ils vont nous dire, bon, ben voici ce que ça donne si on fait un fractionnement, voici ce que ça donne si on n'en fait pas. Et là, à vous de partager dans un couple l'effet que ça peut avoir sur vos impôts. Donc, vive les logiciels, fini le temps, moi je suis vieille, fini le temps où on faisait des déclarations de revenus à la main. Question 9. Pouvez-vous donner des détails sur le crédit pour maintien à domicile et sur l'annexe au bail dans une résidence pour personnes âgées, RPA? Est-ce que les frais d'achat au menu d'un traiteur peuvent être admissibles au crédit? Et quel est le plafond de revenus pour avoir droit au crédit lorsqu'on habite dans une résidence pour personnes âgées? Bon, pour la première question, pour les détails sur le crédit de maintien à domicile, Caroline vous a fait le topo tantôt et vous allez avoir accès à la présentation PowerPoint. Sur l'annexe au bail, c'est l'annexe 6 au bail. Ça, c'est quand on est dans une RPA, une résidence pour personnes aînées. Ça va décrire les services offerts au locataire par le locateur. Donc, c'est le locateur qui va compléter tout ça puis qui va donner ça au locataire, bien sûr. Ça comprend, est-ce que le locataire, donc le bailleur, va préciser est-ce que les services alimentaires sont fournis, est-ce que c'est les déjeuners, dîners, soupers, est-ce qu'il y a une assistance personnelle, est-ce qu'il y a des soins infirmiers, est-ce qu'il y a de l'aide domestique. Puis tout ça va permettre d'avoir un plus grand montant de crédit d'impôt pour maintien à domicile. Alors voilà pour l'annexe 6. La deuxième, c'est est-ce que les frais d'achat de menu de traiteur peuvent être admissibles au crédit? Non, malheureusement, seulement les préparations et livraisons des repas par des organismes communautaires à but non lucratif, c'est éligible au crédit au CIMAD, au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, exemple, la popote roulante. Les autres ne sont pas admissibles. Et quel est le plafond de revenus pour avoir droit au crédit lorsqu'on habite une RPA? Et là, je vais vous référer au site du gouvernement parce que, dépendamment si j'ai une personne autonome, une personne non autonome ou deux conjoints autonomes, un conjoint non autonome avec un autonome, etc., vous comprenez là, que les plafonds vont être différents. Donc, à ce moment-là, je vous dirais, allez consulter le site du ministère. Vous allez avoir toute l'information pertinente à ce niveau-là. Voilà. Merci, Luce. Question 10. Quelles sont les mesures fiscales incitatives pour motiver les aînés retraités à retourner sur le marché du travail? Donc, je vais la prendre, celle-là. Tantôt, j'ai parlé de la possibilité de reporter le régime des rentes du Québec, la pension de sécurité de la vieillesse. Ce n'est pas la principale raison, mais en permettant le report, on peut quand même inciter à prolonger la vie active. C'est une conséquence indirecte. Aussi, pour les moins nantis qui ont droit au supplément de revenus garanti dont Luce parlait plus tôt, donc la prestation non imposable, le supplément de revenus garanti, si vous avez le supplément de revenu garanti puis vous avez $1 de revenu de placement ou $1 de revenu d'intérêt, dès lors, le premier dollar vous fait perdre un peu du supplément de revenu garanti. Par contre, pour le revenu de travail, on vous permet
de gagner jusqu'à 5 000 par année sans que le supplément de revenu garanti soit réduit. Et pour le 10 000 suivant, donc quelqu'un qui gagnerait jusqu'à 15 000 bien, chaque fois que vous gagnez $1 de salaire, on ne considère que 50 sous dans la détermination du supplément de revenu garanti. Donc, ça, c'est une autre mesure qui peut servir d'incitation à retourner ou à rester sur le marché du travail. Tantôt, Caroline vous a parlé du crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Bien, évidemment. Donc, si vous avez un revenu de travail qui est au-dessus de 5 000 et en deçà d'un seuil, donc, grosso modo, vous allez avoir droit, si vous faites moins de 70 000, vous allez avoir droit un petit peu ou beaucoup du crédit d'impôt prolongation de carrière. Donc, ce crédit-là varie, comme je disais, pour un maximum pour quelqu'un qui a 65 ans et plus, 1540. C'est à partir, j'ai dit, à peu près 40, à partir de plus de 5 000, moins de 39 000, on commence à le perdre. Et on a droit, donc, jusqu'au tour de 70 000 si on a 65 ans et plus. Donc, c'est à peu près les mesures, les 3-4 mesures qui existent là, en termes d'incitation au travail des aînés. J'irai à la question suivante. Est-ce que le crédit pour prolongation de carrière, donc crédit dont je viens de parler, s'applique à tous les revenus de travail ou s'il y a une partie qui est exclue? Donc, on va résumer ce que Luc et Caroline ont déjà dit. Le crédit ne s'applique pas aux premiers 5 000 de revenus de travail qu'on a gagnés. Donc, toujours à se rappeler. Il ne s'applique pas non plus aux revenus de travail gagnés par une personne de votre famille, donc vos frères, vos sœurs, votre conjoint. Et selon votre âge, il va s'appliquer au prochain revenu de travail, c'est-à-dire le premier 5 000 est exclu. Si vous avez entre 60 et 64 ans, le prochain 10 000 va vous donner le droit au crédit. Si vous avez 65 ans ou plus, le prochain 11 000 de revenus de travail vont vous donner le droit au crédit. Et pour répéter ce que Luc a mentionné tantôt, vous allez commencer à perdre le crédit lorsque votre revenu de travail excède 38 945. On commence à le perdre graduellement et je vais rejoindre Luc, là, à tout près de 70 000 vous n'aurez plus droit du tout au crédit pour prolongation de carrière. Merci. Question 12. Quelles sont les règles pour établir le coût d'une chambre en centre de soins longue durée? Une personne doit-elle liquider ses avoirs au minimum afin de réduire le montant à payer? Belle question. On vous a mis le site. Vous pourrez aller faire les calculs vous-même en fonction des revenus annuels que vous avez et des actifs que vous avez. Mais l'information générale qu'on peut vous donner pour l'instant, c'est que le coût minimum d'un loyer en CHSLD, c'est de 767 $ par mois. Alors ça, c'est le minimum, peu importe les revenus que les gens ont ou le peu de revenus qu'ils ont, c'est le plus bas qu'on peut payer. Je vous rappelle ou je vous informe que ce montant-là de loyer est considéré comme des frais médicaux parce qu'on est dans un centre, dans un CHSLD. Donc, ce sont des frais médicaux éligibles au crédit d'impôt pour frais médicaux. Je vous rappelle aussi que quand on est en CHSLD, on ne paie, bien sûr, le CHSLD, on paye le logement, bien sûr, est payé, mais la nourriture est payée, le lavage est fait aussi, et on n'a pas payé de médicaments. Tout est payé par le gouvernement et on n'a pas payé aussi la contribution pour l'assurance médicaments du Québec parce qu'on est dans un CHSLD. Puis qu'il y a ça qu'il faut prendre en considération. Maintenant, autre renseignement, le loyer maximal pour une chambre privée, si on a des actifs ou des revenus plus élevés, dans une chambre privée, c'est 2 142 $ par mois au lieu de 767. Dans une chambre semi-privée, 1 789 et dans une salle, 1 330. Alors, donc, vous multipliez ça par 12 mois, ça veut dire que c'est pour une personne qui a beaucoup de revenus, beaucoup d'actifs, ça va lui coûter 25 707 $ par année pour vivre dans un CHSLD en considérant tout ce que je vous ai dit tantôt. Maintenant, est-ce qu'on doit liquider nos avoirs au minimum afin de réduire le montant payé? Je vous dirais non, parce qu'on ne sait jamais quels seront nos besoins dans l'avenir. Et je vous rappelle que vous avez le lien pour aller calculer ce que vous auriez à payer ou ce que vos parents auraient à payer si jamais ils devaient aller dans un CHSLD. Voilà.
Parfait. J'aurais même envie de rajouter un petit truc ici, là, est-ce qu'on peut liquider? Ben, le Oui, gouvernement du c'est vrai. Québec a mis une règle anti-évitement, là. Donc, anti-planification, je liquide mes actifs juste avant de rentrer dans un centre de soins longue durée. Donc, si vos actifs ont été liquidés dans les 24 mois qui précèdent l'entrée dans un centre de soins longue durée, il y a tout le pouvoir de ne pas considérer cette liquidation-là, là. Donc, avec sujet à des pénalités et tout, là. Donc, je ne le conseillerais pas. Non. Je passe à la question suivante. Pour un aîné célibataire, quels sont les impacts de l'ajout d'un revenu supplémentaire de 1 000 alors que l'on gagne déjà annuellement 91 000 Ici, je vais supposer que mon aîné a au moins 65 ans. Donc, s'il n'avait pas 65 ans ou s'il était près de son 65 ans, je lui dirais retardez votre demande de pension de la sécurité de la vieillesse parce que vous allez devoir commencer à la rembourser. Mais là, je suppose que la personne a déjà commencé à encaisser sa pension de la sécurité de la vieillesse. Dans un cas comme celui-là, bien, comme le revenu excède 86 912, on est déjà dans un seuil de remboursement de la pension. Donc, le premier élément que je vais aller voir, combien ça va me coûter ce 1 000 $-là de revenus supplémentaires? Bien, je vais devoir rembourser 150 $ au gouvernement à titre de pension de sécurité de la vieillesse reçue en trop. Ensuite, je vais aller voir c'est quoi l'effet sur le taux d'imposition. Dans ce cas-ci, ça me coûterait 308 $ d'impôt. J'ajoute à ça quel crédit je vais perdre le fait que j'ai eu un revenu supplémentaire de 1 000 $. Celui qui s'applique dans notre cas, c'est le crédit en raison d'âge. Donc, il va me faire perdre 16 $ d'impôt. Puis, les autres crédits ne s'appliqueront pas dans notre cas ici. On les a soit déjà perdus parce que notre revenu est déjà plus élevé. Donc, globalement, on parle d'environ 475 $ de taux d'impôt à payer sur un 1 000 $ additionnel. Donc, 47,5 % d'impôt. Merci. Longue question 14. Je suis un retraité et je commence un travail autonome de 10-15 heures par semaine. J'utiliserai une pièce de ma maison où je pourrai recevoir des clients et faire mon travail. J'aurai aussi à me déplacer occasionnellement chez des clients. Comment doit-on calculer les dépenses à déduire telles que le téléphone, l'électricité, l'Internet, les dépenses d'auto, etc.? Donc, c'est moi qui vais répondre à cette question-là. En fait, oui, en étant travailleur autonome, on peut déduire certaines dépenses. Donc, pour ce qui est des dépenses du bureau à la maison, donc la pièce qu'on occupe pour recevoir les clients et effectuer le travail, ben, je vais d'abord rappeler la condition pour pouvoir prendre des dépenses de bureau à domicile. Il faut que soit l'espace soit le principal lieu d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire que je ne loue pas un local à l'extérieur et ou pas et, mais où la place dans ma maison sert exclusivement là, pour tirer du revenu là, d'une entreprise et à rencontrer des clients de façon régulière et continue. Donc, il faut que je sois dans une de ces deux catégories-là pour pouvoir déduire des dépenses de bureau à la maison. Et la façon de calculer, ben, c'est au prorata. Donc, je devrais prendre la superficie de la pièce que j'occupe où j'occupe mon bureau, ou ce qui sera désigné pour mon bureau, versus la superficie de la maison. Et là, je calcule un prorata. Donc, ça peut être 8, 10, 15 %, dépendamment de la grandeur de l'espace. Et là, en fonction de la superficie, ben, je vais prendre pour mon bureau à la maison, ben, je vais prendre, si j'arrive avec 10 % ben, je vais prendre 10 % des frais pour les intérêts hypothécaires, l'électricité, l'assurance, les impôts fonciers, c'est toutes ces choses-là que je vais pouvoir déduire là, dans le calcul de mon revenu d'entreprise.
Il faut par contre faire attention que ces dépenses-là ne peuvent pas générer, ne peuvent pas avoir une perte d'entreprise. Donc, si les dépenses pour l'espace de bureau à la maison sont supérieures à mon revenu, ben je vais ramener à zéro et l'excédent, je vais pouvoir le reporter là, dans les années futures. Mais je ne peux pas me créer une perte. Même chose avec les dépenses automobiles. Ben, la bonne façon de faire, c'est de prendre les dépenses le kilométrage. Donc, je prends mon kilométrage en début d'année, mon kilométrage en fin d'année, et à chaque fois que je fais un déplacement pour aller rencontrer des clients ou aller chez des clients, ben, je vais prendre les déplacements que j'ai faits. Bon, je demeure, je sais pas, moi, je demeure à Drummondville, puis je vais à Sherbrooke rencontrer un client. Ben, je vais noter mon kilométrage et là, à la fin de l'année, je vais regarder combien j'ai fait de kilomètres à des fins de rencontrer des clients pour les fins de mon entreprise versus le kilométrage total que j'ai fait avec ma voiture parce que j'ai pris le kilométrage en début d'année, en fin d'année et là, je vais faire un pourcentage. Donc, si j'ai utilisé mon automobile pour 5 000 km sur 10 000 km au total, 5 000 km pour l'entreprise versus 10 000 km au total pour l'année, ben, je pourrais déduire 50 de mes coûts d'essence, entretien, réparation, permis de conduire, l'assurance automobile, etc. Donc, c'est vraiment y aller au pourcentage. Merci, Caroline. Question suivante. Est-ce que pour un travailleur autonome de plus de 65 ans, il serait avantageux de changer de taux en 2024? Est-ce qu'il y a un amortissement accéléré possible? Doit-on appliquer la règle de la demi-année pour l'achat et la vente de l'auto qui sera remplacée? Donc, est-ce que ça serait avantageux de changer de taux en 2024? Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, pour 2024 encore, il y a un amortissement accéléré qui est possible jusqu'au 31 décembre, qui permet là, de passer là, en totalité le coût d'acquisition là, en dépenses d'amortissement. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que possiblement la voiture du travailleur autonome sera considérée comme un véhicule de la catégorie 10.1, c'est-à-dire une voiture de tourisme. Et là, si voiture catégorie d'amortissement où il n'y a pas à la vente, il n'y a pas de récupération d'amortissement possible ou de perte finale à la disposition, ben, si j'ai profité de l'amortissement accéléré, ben, il pourrait y avoir là, récupération d'amortissement à la fin de l'année. Si on profite de l'amortissement accéléré, non, il n'y a pas de règle de demi-taux qui va s'appliquer à l'achat. Et pour la vente de l'ancienne voiture, ben là, il faudra avoir plus de détails exactement, mais ça pourrait être possible s'il n'y avait pas cette auto-là, la précédente voiture n'avait pas bénéficié d'une des règles sur l'amortissement accéléré. Bien, possiblement il pourrait y avoir là, la demi-année d'amortissement, la règle du demi-taux pour la vente de l'ancienne voiture. Merci. Bienvenue. Quelles sont les nouvelles exemptions pour les aînés de plus de 71 ans? Il n'y a pas vraiment de nouvelle exemption, juste vous rappeler 3 mesures qui existent, là, qui existaient les autres années aussi. Il y a le soutien aux aînés, qui est le crédit d'impôt remboursable du Québec pour les 70 ans et plus, qui ont des revenus modestes. Donc, ce crédit-là, on vous l'a expliqué tantôt. Je vous rappelle aussi que quand on atteint l'âge de 71 ans, on a jusqu'au 31 décembre de l'année où on atteint 71 ans pour transférer nos REER en fer. Sinon, les REER deviennent totalement imposables. Et aussi, vous rappelez la bonification de la pension de la sécurité de vieillesse à 75 ans. Donc, elle est bonifiée de 10 à 75 ans. Voilà. Merci. Nous arrivons donc à la question 17, mise en situation. Nous sommes un couple retraité. Un des conjoints à 68 ans, l'autre à 70 ans en 2023, ayant chacun presque les mêmes revenus annuels, soit environ 35 000, pension de sécurité de la vieillesse, régime des rentes du Québec, REGOP, FER. Première question. Quels sont les frais médicaux admissibles pour nous? Je commence par vous dire que notre soirée de demain s'appelle la santé, donc on va parler des frais médicaux et des aidants naturels.
Donc, il y aura beaucoup plus de précision sur quels sont les frais médicaux admissibles demain. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on vous a mis aussi les 2 liens ici pour le site de l'Agence du revenu du Canada, donc au fédéral, et le site de Revenu Québec, pour vous, qui vous mentionne une panoplie de frais médicaux admissibles, parce qu'on ne peut pas en faire une liste exhaustive, là. Donc, je vous y réfère. Je pense, peut-être juste vous rappeler 2-3 petits trucs au niveau des frais médicaux. Normalement, quand on est un aîné, on est couvert par le régime public, le régime d'assurance médicaments du Québec. Juste vous rappeler que la prime que vous allez calculer pour payer dans votre déclaration de revenus du Québec pour couvrir la prime au régime public va être considérée comme étant des frais médicaux en 2023 dans votre déclaration d'impôt du Québec. Par contre, cette prime-là que vous allez calculer dans votre déclaration d'impôt du Québec sera considérée comme étant des frais médicaux en 2024 au fédéral. Donc, dans notre déclaration fédérale, on met la prime qu'on a payée, qu'on a calculée dans la déclaration de revenus du Québec de 2022. Encore une fois, un bel exemple de complexité. Parmi les frais médicaux, je vais juste prendre 2 minutes, Luc. L'autre élément, des frais, on a des différences entre le fédéral et le Québec. Les frais de monture de lunettes, on est limité à 200 $ au Québec, alors qu'il n'y a pas de limite sur le montant. Donc, quand vous faites votre déclaration de revenus, c'est important d'avoir les factures à cet égard-là. On a des frais pour des professionnels tels que les naturopathes, les ostéopathes, qui ont un traitement différent entre le fédéral et le Québec. Ces frais-là sont admissibles au Québec, ils ne sont pas au fédéral. Et maintenant, je vous réfère à notre soirée de demain. Parfait. Merci. On reste avec la même mise en situation, mais on arrive à la question 2. Est-ce que le fractionnement de revenus est préférable ou pas? Si on ne fractionne pas le revenu, est-ce que chacun met ses frais médicaux dans sa déclaration? C'est une belle question. On peut tenter ici de dire on est un couple, monsieur, madame, ou monsieur, madame, madame. Il faut faire attention aujourd'hui. Donc, on est un couple où chacun des membres du couple a le même revenu, la même composition. On a tendance à dire, le fractionnement de revenus de pension ne vaudra pas vraiment la peine. On est déjà avec quelque chose d'égal. Par contre, je parlais tantôt des pièges insoupçonnés, justement, reliés au fractionnement de revenus de pension. L'exemple des frais médicaux en est un bel exemple. Okay? Même si à première vue, intuitivement, on a tendance à dire que ça ne donne pas grand-chose de fractionner, dans un cas comme ça, considérant selon l'ampleur des frais médicaux qu'on a dans le couple, ça pourrait peut-être être intéressant de quand même faire du fractionnement de revenus pour qu'il y ait un des membres du couple qui a un revenu plus bas puis l'autre un revenu plus haut, toujours en restant dans le premier palier d'imposition. Puis, à ce moment-là, de bénéficier davantage de l'économie d'impôt due aux frais médicaux parce que, si je pense par exemple au fédéral, les frais médicaux, comment ça fonctionne? On va prendre les frais médicaux de chacun des membres du couple, on va les additionner ensemble, peu importe qu'on fasse du fractionnement ou pas, et on peut déduire ce qui dépasse 3 % du revenu de la personne qui réclame les frais. Donc, on a carrément avantage à regrouper les frais médicaux du couple. Selon l'ampleur des frais médicaux, ça pourrait être intéressant de quand même faire du fractionnement de revenus, même si à première vue, ça ne nous semble pas bénéfique. Voilà. Merci. Merci Chantal. Ça met un terme à la série de questions qu'on avait. Peut-être des points de rappel. Chantal a parlé déjà de la journée, de la soirée d'impôt demain. Donc, même heure, nous avons la maladie, aidant naturel et la fiscalité. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser. La semaine dernière, on avait tous les nouveautés fiscales. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu se connecter ou qui auraient envie de voir c'est quoi les nouveautés fiscales de manière générale, vous pouvez aller sur le site de la Chaire, puis vous pouvez retrouver un lien pour réécouter la soirée impôt qu'on a fait ou avoir accès à tout le moins à notre PowerPoint. Donc, tout ça, c'est possible. Et sur ça, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.